Édition d'information sur A30 Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun. D'abord les titres. Le calendrier des élections sera publié ce samedi 26 novembre, annonce faite ce mercredi par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Les détails, c'est pour tout de suite. La République démocratique du Congo touchée par une 6e vague de la pandémie Covid-19. Quelques cas des décès déjà enregistrés. Le gouvernement appelle à la vaccination d'un plus grand nombre. Nombre veulent le savoir, le salaire du chef de l'État Félix Tshisekedi, comme d'autres agents publics, sera officiellement publié par le gouvernement. C'est le ministre des Finances qui l'a annoncé devant la presse. C'est tout pour le titre, place au développement. Bienvenue à tous et à chacun. Ouverture ce mercredi à Luanda du mini-sommet sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État Félix Tshisekedi prend part aux côtés notamment de ses homologues burundais, mais aussi du président angolais facilitateur de l'Union africaine, ainsi que l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, facilitateur pour le compte de l'EAC au processus de paix de Congo-Kinshasa. Pourtant attendu au mini-sommet, le président rwandais Paul Kagame s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Plusieurs résolutions sont attendues dans le sens d'obtenir la cessation des hostilités par les rebelles M23. Bien avant de se rendre à Luanda, le président de la République a pris part aux obsèques de Tarcisse Kasongo Moema. L'ancien porte-parole du chef de l'État a été élevé à titre posthume au rang de grade officier dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. C'était ce mercredi à la clinique quinoise. Plus de détails dans ce commentaire de Naomi Masonga. Plusieurs personnalités du pays, comme professionnels de médias, mais aussi des proches, sont venus rendre des derniers hommages mérités à Tarcisse Kasongo Moema, décédé le 12 novembre en qualité du président du conseil d'administration de l'ACP, l'agence congolaise de presse. En première ligne devant la bière du fait Kasongo Moema, le chef de l'État Félix Tshisekedi, accompagné de son épouse, venu rendre hommage à celui qui, pendant 3 ans, a porté les costumes du porte-parole du président de la République. Le départ de celui que nous appelions affectueusement prof va au-delà de celui d'un collègue ou d'un supérieur hiérarchique. Nous avons perdu aujourd'hui une figure parentale dont les qualités d'empathie, d'écoute et de conseil étaient louées de tous, surtout dans des moments de crise ou de tension. Journaliste pendant plusieurs années à la chaîne nationale congolaise, mais aussi à la Radio France Internationale, Kasongo Moema aura marqué d'empreintes indélébiles les secteurs de médias en RDC. Il était les plus âgés d'entre nous, sûrement aussi les plus expérimentés et l'un des meilleurs de notre profession, au sein de la task force qui accompagne les actions du président de la République et du gouvernement. Son immense parcours rappelé tout le long de cette cérémonie l'atteste. Télévision, radio, presse écrite. Aucune catégorie des médias n'avait de secret pour lui. Son timbre vocal, sa signature bien connue, a pendant longtemps réveillé les Congolais. Son passage à Radio France Internationale a fait de lui une référence africaine mondiale, dont il a si bien porté le rôle qui était le sien. L'ancien porte-parole du chef de l'État a été élevé à titre posthume au grade de grand officier dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Il a été inhumé ce mercredi à l'âge de 70 ans. Toujours en rapport avec le chef de l'État, le salaire de Félix Tshisekedi comme des autres agents publics seront publiés dès le vote du budget 2023. L'annonce a été faite mardi à la presse par le ministre des Finances. Selon Nicolas Kazadi, il s'agit d'une demande du président Félix Tshisekedi qui tient à la rationalisation des dépenses publiques, mais aussi à la transparence dans la gestion de l'État. Outre le salaire, le gouvernement attend
Peut-on également rationaliser la paye de primes où, d'après le ministre des Finances, il y a également une certaine exagération? Je l'ai annoncé au sommaire, la République démocratique du Congo est à sa 6e vague de la pandémie Covid-19. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani. C'était mardi à l'issue de la réunion d'évaluation de la situation de la pandémie tenue autour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. On l'écoute. La réunion de ce jour s'est tenue autour du Premier ministre, réunissant plusieurs ministres et tous les acteurs membres du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19. Cette réunion a tout son sens au regard des chiffres qui s'élèvent depuis 4 semaines durant des cas Covid-19 positifs. Il était important d'évaluer la situation. Nous avons remarqué cette hausse des cas, mais à ce jour, nous rassurons la population parce que malgré qu'on a plus ou moins des cas élevés, mais le taux de létalité est faible. C'est-à-dire, c'est une 6e vague de la Covid-19 qui a commencé, mais en réalité, elle est de faible intensité. Au niveau du comité multisectoriel de la riposte, nous avons retenu d'abord, les conclusions seront rendues au chef de l'État pour qu'autour de lui, une décision soit prise autour de la task force, mais ce qui est comme orientation est de sensibiliser la population quant à la persistance de cette pandémie et également de communiquer, alors vraiment intégrer, que la population puisse intégrer le respect des gestes barrières. C'est important dans les regroupements, dans les endroits où il y a plusieurs personnes, que les gens aient toujours le réflexe de porter les masques, de se laver les mains à l'eau. Direction Assemblée nationale, les députés nationaux ont voté à l'unanimité le projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances exercice 2021. Adoption intervenue après approbation du rapport de la commission ECOFIN. C'était lors de la plénière mardi au Palais du Peuple. Élisée Mafou. Lors de la présentation de son rapport, la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale a indiqué avoir examiné les projets de loi portant reddition des comptes en tenant compte de l'engagement ferme du gouvernement à combattre la corruption, le collage de recettes publiques. Au nombre des points positifs dans l'exécution du budget 2021, la commission a noté le relèvement substantiel des réalisations des recettes du budget du pouvoir central, passé des 10 milliards 900 000 francs congolais en 2020 à 15 milliards 995 000 francs en 2021, soit 52,72% d'accroissement. Votre commission a noté avec satisfaction la volonté de la Cour des comptes de poursuivre des investigations en profondeur afin d'obtenir plus de lumière sur les différentes zones d'ombre constatées dans l'exécution du budget de l'exercice 2021 et d'en dégager les responsabilités individuelles des gestionnaires publics soupçonnés de mauvaise gestion à tous les niveaux en vue des sanctions idoines. Au demeurant, votre commission propose à l'auguste Assemblée d'instituer une commission d'enquête parlementaire chargé d'auditionner les présumés auteurs des fautes de gestion relevées par la Cour des comptes, afin de dégager les responsabilités individuelles et ainsi leur infliger des sanctions appropriées conformément aux prescrits de la loi. Le projet de loi portant reddition des comptes de la loi de finances exercice 2021 a été présenté le 18 octobre dernier par les gouvernements. Il faut signaler qu'au cours de la même plénière, ont été présentés officiellement les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication.
Toujours à la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux membres de la Commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable ont auditionné mardi le ministre de l'Agriculture, Désiré Ndinga. Il était question pour le ministre de l'Agriculture de donner des réponses claires en rapport avec le plan national stratégique de relance du secteur agricole mis en place par le gouvernement. Élisée Mafou. Avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, la RDC doit avoir une politique pour relancer le secteur agricole, combien plus important pour son développement. Devant les élus de la Commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable, le ministre de l'Agriculture, Désiré Ndinga, a fait savoir qu'il est impérieux de réorganiser les villages en coopératives et ONG pour encadrer les petits agriculteurs. Que 100 millions d'habitants, on ne va pas les nourrir avec un tracteur. Il nous faut des engins, il nous faut de matériel, la motorisation agricole. Et tout ça, donc, on aura deux tableaux. Ce tableau-là, de continuer ce que nous faisions dans le temps. On était dans l'agriculture qui n'était pas intensive. Maintenant, il faut l'agriculture intensive pour renforcer notre économie. C'est avec l'agro-industrie que nous pouvons produire. Pour la députée Liliane Goïmani, première vice-présidente de la commission, la motivation c'est de voir se matérialiser la vision sur les sociales des Congolais. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup de partenaires qui nous accompagnent et les députés étaient inquiets de savoir comment est-ce que ces partenaires, parce que nous voyons dans des projets, de grands projets avec les organisations internationales, une fois que le projet termine, on ne sent pas de palpable sur le terrain. La Commission a proposé la mise en place des missions de contrôle du secteur, notamment avec le dernier programme qui concerne le Tanganyika et les Sud Kivu pour près de 100 millions de dollars. Si le gouvernement peut atteindre les 1 milliard pour l'agriculture, donc 10% de la valeur du budget, pour relancer l'activité de ce pays, les crédits agricoles ne se donnent pas au bureau climatisé à Kinshasa. Les crédits agricoles se donnent sur terrain. Il faut faire un contrôle, il faut aller sur terrain. Regardez, vous avez combien d'hectares, vous avez beaucoup de quoi. Et j'ai dit, pour accompagner les paysans agriculteurs, il faut prendre les moniteurs agricoles. Tous ces jeunes qui terminent les études, il y a des ingénieurs, il y a des agronomes, qu'on les envoie sur terrain pour accompagner les paysans agriculteurs. Entre-temps, le ministre de la Communication et Médias a tenu mardi le traditionnel briefing presse hebdomadaire. Patrick Mouyaya a apporté de l'éclairage sur plusieurs décisions du Conseil des ministres, mais aussi sur la présence d'un avion militaire français dans la province de la Chopo. Images et commentaires, Josué Bengbazo et Merveille Kitita. C'est précisément à Bangoka, à Kisangani, dans la province de la Chopo, qu'a atterri vendredi en situation de détresse l'avion militaire français. Le porte-parole du gouvernement qui apporte de l'éclairage sur cette situation a noté que tout est suivi de près par les autorités. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un avion qui a atterri en détresse parce que l'un des moteurs menacé de prendre feu, donc la température était élevée anormalement. C'était le vendredi dernier et donc l'aéroport le plus proche où ils avaient demandé à atterrir, c'est à l'aéroport de Bangoka à Kisangani. L'avion comptait 9 membres d'équipage qui venaient, je pense, de l'île de Réunion, qui devaient passer par Bujumbura à N'Djamena. C'était un vol de routine d'après le rapport qui a été fait. L'avion a été fouillé ou inspecté par les services, notamment de la DGM. Le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo a appelé les Congolais à rester sereins et à barrer la route à la manipulation. Et qu'il n'y a pas de matière à panique. L'avion est en panne, ils attendent une intervention qui doit venir de Paris avec les matériels pour remplacer le matériel défectueux. Et d'ailleurs, nos forces armées ont pris en charge les membres d'équipage, notamment en leur offrant de rester dans des hôtels, dans des conditions. Et donc, ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux n'est pas la vérité. Nous pourrons évidemment vous partager des autres détails si besoin il y a, parce que nous les avons. Le ministre de la Communication et Médias n'a pas manqué de rassurer par ailleurs de la détermination du gouvernement à rétablir la paix à l'est du pays où les affrontements se poursuivent entre les forces armées congolaises et les rebelles M23.
La recrudescence du phénomène Kuluna a été également épinglée par le porte-parole du gouvernement lors du briefing presse. Selon Patrick Mouyaya, des mesures fortes seront prises incessamment pour mettre fin à ces fléaux. Suivez. Ici, il y a une volonté claire d'y mettre fin. Pour y mettre fin, il y a plusieurs pistes qu'il faut utiliser parce qu'il y a un problème social lié à l'encadrement de ces jeunes, il y a un problème judiciaire, ou disons un problème de l'action, comment le dire, un problème de la réaction de l'État par rapport aux actes de violence que posent ou que commettent ces jeunes, des recours à des machettes, à des armes blanches, et c'est souvent les pauvres mamans qui en font le frais, qui en sont victimes. Ce n'est pas un phénomène qui est simplement vécu à Kinshasa, c'est un phénomène qui est vécu dans plusieurs centres urbains. Il faut une action disciplinaire forte et dissuasive. Et nous pensons que la justice, dans ces domaines, pourra servir. D'un ministère à un autre, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire est allé à la rencontre du Collège de hautes études des stratégies et des défenses, établissement public sous l'autorité du chef d'état-major des FARDC. Des échanges ont porté sur la formation des étudiants à la préparation militaire. Le compte rendu de la rencontre avec le ministre Moïndo Nzangi. Nous avons présidé la réunion ici au TIESD, comme vous pouvez le voir, pour recevoir différentes orientations techniques par rapport à cette proposition d'une formation sur la préparation militaire des étudiants qui va commencer l'année académique prochaine. Donc on est venu avec la recommandation effectivement du ministre de la Défense pour avoir l'avis technique du TIESD, qui est la haute école habilitée à donner cet avis technique pour voir comment on va faire pour les modalités pratiques de cette formation sur la préparation militaire, effectivement sur les valeurs de la République aussi. Vous venez de suivre son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le TIESD, qui est le Collège de hautes études de stratégie et de défense. C'est la haute école qui donne cette formation en stratégie. Et en même temps, c'est le cadre d'inspiration stratégique pour ce que nous appelons la politique de la défense. Aujourd'hui, le gouvernement venait d'adopter la politique de la défense de la RDC. Et dans cette politique, il y a également l'aspect qui touche au patriotisme des jeunes. Et ce patriotisme cadre également avec la formation militaire. Aujourd'hui, nos universitaires ont besoin d'avoir quelques éléments de formation militaire pour qu'ils sachent comprendre comment ils peuvent défendre leur pays. Son Excellence, Monsieur le ministre, venait de le dire, les États généraux des enseignements supérieurs universitaires en ont décidé ainsi que nos étudiants puissent avoir une préparation à la formation militaire. Et le TIESD étant le creuset de cette inspiration stratégique, quoi de plus normal que nous puissions échanger avec l'autorité des tutelles de l'enseignement supérieur universitaire pour que nous puissions arriver à voir ensemble quelles sont les orientations qu'on peut prendre sur les modules qui peuvent être donnés dans nos universités d'enseignement supérieur pour préparer nos jeunes futurs cadres de demain à avoir cet esprit de la défense et à défendre réellement leur pays. La publication du calendrier électoral annoncé pour ce samedi 26 novembre, c'est le président de la Commission électorale nationale indépendante qui l'a fait savoir ce mercredi. C'était en marge du cadre de concertation CENI, parti politique au Palais du Peuple. Suivez. C'est dans l'optique de sensibiliser autour du processus électoral, mais aussi obtenir les préoccupations des différentes couches de la population que la CENI a tenu un cadre de concertation avec le parti politique. Après la présentation des kits électoraux, le président de la CENI, Denis Kadima, a annoncé la publication du calendrier électoral pour le samedi 26 novembre prochain. Je vais aussi saisir l'opportunité que vous m'offrez pour annoncer la publication du calendrier électoral ce samedi 26 novembre 2022. Le président de la CENI a également réitéré la volonté de son institution d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, malgré les contraintes soulevées dans sa feuille de route. Malgré les risques évoqués lors de la publication de sa feuille de route le 3 février dernier, mon équipe et moi avons la ferme volonté
et la détermination de tout mettre en œuvre pour organiser les scrutins dans les délais constitutionnels. Toutefois, la CENI traduit ces risques en défis qu'elle pense être en mesure de surmonter avec l'aide de toutes les parties prenantes au processus. L'initiative du cadre des concertations a été louée par des participants. La CENI attend poursuivre avec l'organisation de ces échanges pour obtenir notamment plus de participation aux prochaines élections. Poursuite des consultations du SENSA sur la mobilisation de tous face à l'insécurité à l'Est. Joseph Olenga-Nkoy, président de cette institution, a reçu mardi Franck Diongo et Trifon Kike Mulumba. Les deux personnalités ont formulé des propositions pour mettre fin à l'agression dans la partie Est du pays. Commentaire Josué Bambazo rendu par Naomi Massonga. Réconcilier les fils et filles de la République démocratique du Congo pour barrer la route aux ennemis qui veulent diviser les pays, c'est la raison qui a justifié la rencontre entre le président du SENSA et quelques leaders du parti politique. Les députés honoraires Franck Diongo et Kike Mulumba ont été tour à tour reçus par Joseph Olenga-Nkoy. Au sortir de cette rencontre, ces deux personnalités ont exprimé leurs opinions à la presse. Alors, ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est sur les questions de la balkanisation du pays, dont il a voulu écouter la position, la compréhension de notre mouvement par rapport à la question de la balkanisation. Et nous avons profité de l'opportunité en réponse aux besoins de Olenga-Nkoy pour montrer le schéma des sorties des crises. Nous venons de passer environ 1h30, 2h avec le président Joseph Olenga-Nkoy. Eh bien, il a dit des vérités sur notre pays et il porte en lui les solutions qu'il faut à ce pays. Voilà les deux choses. Pour rappel, c'est depuis le 14 novembre 2022 dernier que le président du Conseil national de suivi de l'accord a entamé des discussions avec les leaders d'opinion dans le but de consolider la cohésion et l'unité nationale. Autre chose, le corps des mandataires en mines et carrières a organisé mardi son premier colloque de renforcement de capacités intellectuelles et professionnelles. Colloque axé sur les thèmes les mandataires en mines et carrières à l'épreuve de la pratique, mais aussi les 4 ans du nouveau code minier. Faut-il le réviser? L'événement a connu la participation de plusieurs personnalités du pays. James Mouchia et Galva Tuzolana signent ce reportage. Plusieurs interventions ont été enregistrées lors de ces premiers colloques des mandataires des mines et carrières de la République démocratique du Congo. D'abord, le secrétaire exécutif de cette ASBL qui est revenu sur l'objectif de ces forums qui est notamment de renforcer des capacités intellectuelles et professionnelles des mandataires en mines et carrières. En effet, ce premier colloque des mandataires en mines qui rassemble la crème des experts de la législation minière congolaise a principalement pour objectif le renforcement des capacités intellectuelles et professionnelles des mandataires en mines et carrières de la RDC. Le renforcement de liens entre ces différents experts miniers congolais. La consolidation et les renforcements de l'interaction permanente entre le corps des mandataires en mines et carrières. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, également mandataire en mines, a quant à lui exposé sur les sous-thèmes les mandataires en mines et carrières face au marché minier. Gulo Ndomboyo donne ici l'essentiel de son exposé. Donc, ce premier colloque qui est un laboratoire de réflexion d'abord sur l'avenir du code minier. Est-ce que depuis que ça a été adopté, promulgué depuis 2018, est-ce qu'il y a encore des dispositions qui doivent être révisitées? Quel a été l'impact de cette législation minière sur l'économie du pays dans son ensemble, sur le plan de développement, sur le plan économique? Voilà. Et donc, nous avons été conviés moi-même comme faisant partie de ces corps. Aujourd'hui, je suis au gouvernement. Et donc, c'est une réflexion. Et je suis convaincu qu'il y aura de belles recommandations qui en sortiront, non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour le Parlement, qui est appelé à légiférer. Au cours de ces assises, 4 aspirations ont été relevées pour le bon fonctionnement de cette ASBL.
bâtir une plateforme professionnalisée qui rassemble tous les mandataires amis des carrières évoluant en République démocratique du Congo. Lancer des projets communs et des initiatives favorisant l'excellence de notre métier. Les corps des mandataires à mines et carrières a pour objectif notamment de promouvoir et défendre les intérêts des professionnels du secteur auprès de l'administration des mines, de constituer un cadre d'échange et de concertation entre les mandataires à mines et carrières de la RDC. La structure est actuellement dirigée par la présidente du Conseil des sages, Maître Dorothée Madia. Et c'est ainsi que prend fin cette session d'information. Merci de votre fidélité. Demain, vous retrouverez James Mouchia.